Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Aujourd'hui, interview Starting Block avec Quentin Leblond, le fondateur de Mechanicus. Bonjour à vous Quentin, merci d'être sur notre plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Mechanicus, alors c'est vous qui allez en parler le mieux, forcément, parce que vous l'avez fondé. A priori, vous connaissez un peu. L'idée, c'est d'acheter des voitures de collection, de les réparer, même les reconditionner, façon Aramis Auto, Auto 1, tous ces acteurs que l'on reçoit régulièrement sur le plateau. Et donc ensuite, les revendre sur la plateforme depuis à peu près bientôt 4-5 ans. Alors, la boîte a été immatriculée fin 2018. Mais on a commencé notre activité, entre guillemets, de marchand, donc d'acheter et de revendre fin 2020. Donc, on est effectivement actif depuis 2 ans et demi. Ouais. Effectivement. Et donc, alors, peut-être se dire, pour quelles raisons, pour répondre à quel type de besoin vous êtes dit, c'est ça qu'il faut que je lance, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sur le marché de la voiture passion, il y a un déficit de confiance extrêmement fort, parce que les gens ont peur de se faire avoir par des pros ou par des particuliers. Et c'est des prix qui ne sont pas les prix d'une Clio. Donc il y a un enjeu financier qui est assez important sur une erreur ou sur une arnaque. Et le côté passion peut justement nous faire qu'on va être un petit peu moins focus sur certains détails que... Complètement. On voit des gens qui tombent amoureux d'une voiture, on la trouve incroyable, et on a beau leur dire que il y a des trucs qui sont bizarres, que le kilométrage, on n'est pas trop sûr, etc. En fait, ils ont un coup de cœur, ils achètent la voiture, et puis en fait, ils se rendent compte qu'il y a plein de sujets, et surtout avec une voiture qui vaut beaucoup moins cher que le prix qu'ils l'ont payé. Donc le manque à gagner est important, et ce déficit de confiance fait qu'on a essayé d'aborder ce marché avec un prisme assez différent d'un point de vue modèle économique. 99% des acteurs de ce marché passion. Donc on fait beaucoup d'anciennes, mais on fait aussi beaucoup de grosses voitures récentes, entre guillemets. 99% de ces acteurs sont des intermédiaires, des pros. Je mets de côté les maisons de vente ou les sites comme Le Bon Coin, mais les pros sont vraiment pour beaucoup d'entre eux, intermédiaires, donc servent, entre guillemets, je ne vais pas dire de passe-plat, mais mettre en relation un acheteur, un vendeur, et après une com au milieu. La différence, c'est que vous êtes propriétaire. Exactement. C'est ça, c'est ce qui fait que, du coup, il y a ce côté tiers de confiance aussi, j'imagine. Tout à fait. Qui comme son nom l'indique, apporte de la confiance. Et ça, c'est le positionnement où vous vous êtes dit, sur ce segment-là, forcément, ça peut faire la différence. Alors, oui, ça c'est le raisonnement de départ, effectivement. Ça a l'air de se confirmer, a priori. Qui, pour le moment, se confirme, donc ça, c'est plutôt chouette. Mais effectivement, le fait d'être propriétaire de ces autos fait qu'il y a un engagement, évidemment, intellectuel, etc., moral, mais il y a un engagement administratif, un engagement financier, un engagement juridique, de notre part, qui est beaucoup plus fort auprès du vendeur d'une part, à qui on va racheter la voiture, et auprès de l'acheteur d'autre part, à qui on va vendre les voitures qu'on a en stock, puisque on est vraiment le tiers, la contrepartie, et non pas quelqu'un qui met en relation avec un particulier, par exemple, qui habite à l'autre bout de la France, qu'on n'aura jamais vu, quoi. Et sur cette étape de sourcing, pour le mot des pros, comment on les repère? Comment on se dit, celle-là, oui, on va l'acheter? Est-ce que vous la diagnostiquez, entre guillemets, à minima, quand même oui, alors... c'est un marché qui est un peu plus technique, entre guillemets, que du véhicule d'occasion un peu classique. Donc, on a besoin de mettre en place un certain nombre de process en amont avant d'acheter une voiture, d'autant plus qu'on les porte en stock. Donc, on a quand même beaucoup plus de risques si on achète une mauvaise voiture. C'est ça. Et par conséquent, tous les gens qui nous contactent pour vendre leurs autos, on se met dans un premier temps d'accord avec eux sur un prix au regard des informations qu'ils nous auront communiquées par téléphone, par mail, etc. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, grosso modo, en J+1 ou J+2, on prend rendez-vous chez un spécialiste de la marque à côté du domicile du vendeur, et on fait une expertise un peu plus poussée sur un pont avec un mécano qui est spécialisé, et seulement à ce moment-là, on finalise le rachat de la voiture, et là, pour le coup, c'est complètement digital, donc tous les papiers sont signés par email, les contrats sont directement envoyés, et on fait que du virement instantané, donc à ce moment-là, le vendeur repart chez lui avec l'argent sur son compte, et nous, on repart avec la voiture en ayant payé la voiture. Et ensuite, sur les types de réparation, on remplace certaines pièces, on reconditionne justement pour rester sur cette même comparaison.
Est-ce que maintenant, avec ces quelques longs mois, petites années d'expérience, le process se met en place et on sait vers quoi on se dirige sans trop de risques? Ou est-ce qu'il y a parfois encore des surprises de se dire, oh là là, en fait, c'est quand même très très compliqué parce que c'est très très spécifique? Le- Mon métier, ce n'est pas de réduire le risque à zéro quand on achète une voiture, parce que c'est impossible. Ouais, En surtout. revanche, mon métier, c'est de réduire au maximum le risque, de savoir le piloter, le prévoir. Ça, c'est hyper important. Et qu'on le veuille ou non, on reste des vendeurs de voitures et par conséquent, on ne peut pas avoir un zéro faute. Donc, il arrive, ça nous arrive, comme à plein de gens, qu'on vende des voitures sur lesquelles il s'avère qu'il y ait des problèmes à côté desquels on soit passé. Maintenant, c'est vrai que entre le moment où on fait l'expertise poussée sur un pont de la voiture et le moment où on la revend, on a une vision maintenant assez claire sur la plupart de nos modèles de ce qu'on va devoir faire parce que sur certains modèles, certaines versions, il y a des maladies qui sont récurrentes, qu'on sait qu'il faut soigner ou qu'on sait qu'il faut surveiller. Après, Il y a des choses où vous dites, là, vraiment, on n'y va pas parce que c'est injouable, oui, parce bien qu'on sûr. s'est cassé les dents. Ou, Ah ouais, bah, alors, déjà, on va dire qu'on a un cœur de marché qu'on commence à très très bien connaître. Ouais. Donc, on va dire Ferrari, Porsche, BM des années 80, 90 à 2010. Ouais. Sur la plupart des modèles, je ne parle pas des modèles très très rares, très exceptionnels, mais sur la plupart des modèles, on commence à être vraiment à l'aise. On sait ce qu'il faut regarder, etc. Maintenant, plus on grossit, plus on a besoin de déployer. Plus on grossit, plus on élargit notre audience, et plus on grossit, plus on regarde des marchés qu'on ne regardait pas forcément avant. Donc on va attaquer des marchés de plus grosses voitures récentes ou éventuellement de plus grosses voitures anciennes qu'on n'aurait pas fait auparavant. Et là-dessus, il y a une courbe d'apprentissage comme sur tout ce qu'on connaît bien maintenant et sur lesquels on a pu apprendre sur les 2 dernières années, effectivement. Ouais, effectivement. Et sur l'aspect aussi, donc, se faire connaître, c'est donc beaucoup en ligne, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est arriver à dire, voilà, c'est vers nous qu'il faut se diriger. Vous ciblez quel type de profil, parfois jeune, parfois plus âgé, pour qu'il faut avoir les moyens de s'offrir cette passion? Alors, c'est notre deuxième grosse particularité après le fait d'être propriétaire de nos autos et de racheter les voitures, c'est que on est full digitaux. Voilà. On est né dans le digital, même si moi je fais figure d'ancêtre auprès de mes équipes. On est vraiment né dans le digital. Donc, la très très grosse partie de nos investissements marketing et des autos qu'on va sourcer ou qu'on va vendre se font en ligne et principalement Instagram et Facebook. C'est vraiment notre très très gros canal. Après, on a du contact direct, des gens qui nous appellent, du bouche à oreille, des clients qui reviennent, etc. Ouais. Mais sur les clients nouveaux, la très très grosse majorité, c'est vraiment les réseaux sociaux. D'accord. Donc vous dites effectivement très digital dans la logique, dans la démarche, mais il y a un lieu physique, qui est important. On peut en dire un mot. House of Meka, quelle est l'idée de se dire, bon, peut-être qu'aussi on va se retrouver, se rassembler dans un lieu où on peut échanger? Exactement. C'est aussi simple que ça. En fait, et voir de jolies voitures, voilà, par exemple. Accessoirement. J'espère. Créer une boîte qui fonctionne, c'est chouette. Mais avoir une mission qui nous prend aux tripes, c'est mieux. Et moi, j'ai toujours eu en tête de me dire comment est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse transmettre cette passion aux générations d'après. Il y avait une des réponses qui était essayer de faire évoluer le modèle économique des professionnels de la voiture passion, donc devenir propriétaire et être full digital. Et une deuxième façon qui était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon de créer un lieu qui permette de réunir les passionnés, de faire vivre cette passion, de donner une espèce de cocon, et qui viendrait être une espèce de pendant un peu communautaire de l'activité plus marchand. Ouais. Et effectivement, c'est dans cet état d'esprit qu'on a lancé House of Meka, où il y a nos bureaux, nos salles de réunion, mais il y a aussi une partie de notre stock, donc il y a en permanence une vingtaine de voitures, donc c'est toujours sympa. Et puis il y a toute une partie lieu de vie où on peut accueillir n'importe qui pour prendre un café, etc. Alors sur rendez-vous, mais... Voilà, et puis ensuite, c'est devenu pour nous un lieu, un outil incroyable pour faire de l'événementiel. Donc, on fait des apéros garage qui sont ouverts à tout le monde. Voilà. On est en train de lancer des formations, on fait faire des projections de Grand Prix. Oui, justement, leur formation, parce qu'il faut recruter si on grandit, forcément, pour ces profils, pour à la fois bien repérer et ensuite, après, les étapes de reconditionnement. Vous êtes en plein recrutement permanent ou est-ce que ça reste encore raisonnable et qu'il faut faire étape après étape? Je suis très, je ne vais pas dire prudent, mais recruter, c'est dur.
contrairement à ce que j'ai pu penser par le passé, la RH, c'est un des métiers les plus compliqués qui existent dans l'entrepreneuriat. Et recruter les bonnes personnes et les garder, c'est terriblement compliqué. Ouais. Donc, contrairement à certaines startups qui lèvent énormément et qui recrutent beaucoup avec beaucoup de déchets, entre guillemets, donc beaucoup de gens qui se font virer au bout de quelques mois, j'ai plus tendance à prendre mon temps et à essayer de bien recruter. Maintenant, c'est une évidence que c'est un travail permanent, qu'on reçoit des CV tout le temps et qu'on essaie de faire grossir les équipes de façon intelligente en recrutant des gens qui sont compétents, qui sont passionnés, qui sont intègres. Parce que dans le monde de la voiture passion, il y a quand même beaucoup de gens qui ne le sont pas forcément. Faire attention à ça. Il faut faire attention. Et puis, après, sur nos différents pôles, donc soit des acheteurs, on commence à regarder sur la partie mécanique pure, même si on bosse avec énormément de pros qui sont spécialisés sur les marques, parce que qui de plus compétent pour vérifier la qualité d'une Porsche qu'un mécanicien qui bosse sur des Porsche depuis 30 ans. N'importe quelle personne que je pourrais recruter en interne ne sera jamais aussi qualifiée qu'un mec qui ne fait que de la Porsche depuis 30 ans. Il sera qualifié pour faire de la Porsche depuis 30 ans, si c'est son cas, mais Ferrari, etc., il ne saura pas faire. Donc voilà. On essaye de faire grossir l'équipe de façon raisonnable, de façon absorbable, mais ça n'empêche pas d'avoir une dynamique qui soit très bonne. Donc c'est cool. Et un petit mot de votre parcours perso. Avant Mechanicus, vous n'étiez pas forcément dans l'automobile. Alors, je ne suis pas du tout dans l'automobile. J'ai toujours été dans l'automobile de façon perso. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai une famille qui est très culture auto, et que ça fait plusieurs générations qu'on est assez piqué, qu'on se fait des sorties, des rallyes, des machins. Mais personnellement, mais c'était vraiment personnel. Voilà. Professionnellement, moi j'ai eu un cursus un peu différent, où j'ai travaillé dans la finance, dans des fonds d'investissement pendant assez longtemps. J'ai cofondé une boîte dans la médecine esthétique, donc rien à voir après. Qui existe toujours et qui est très bien gérée par mes... Maintenant, c'est plus l'esthétique des voitures, enfin, pas que l'esthétique, c'est surtout et qui est très bien gérée par mes deux anciens associés fondateurs. Et moi, j'avais eu depuis très longtemps l'idée d'essayer de créer quelque chose d'un peu différent dans le monde de la passion automobile. Et les différents timings ont fait que c'était le bon moment pour lancer Mechanicus. Et un dernier petit mot sur un éventuel Mechanicus qui sort de France. Vous regardez ce qu'il est possible de faire. Il faut avoir de l'ambition. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite, je pense qu'on a la chance d'avoir un modèle économique et une façon de parler, de communiquer, une espèce de feu sacré qu'on ne retrouve pas trop à l'étranger. Ça, c'est la première chose. C'est un modèle qui peut trouver une place. C'est un modèle qui a vraiment une place ailleurs. Puisque je pense que les leviers de la passion sont à peu près les mêmes. Ça, pour le coup. Et je pense par ailleurs que la France est historiquement un marché, on va dire, un peu autophobe, surtout en ce moment, plus que des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont des pays de passion et d'histoire automobile. Et mon sentiment est que si on réussit à faire une boîte qui fonctionne bien en France sur ce modèle économique, elle aura toutes les raisons de bien fonctionner ailleurs en Europe ou aux US ou au Japon ou dans n'importe quel pays qui a une culture automobile et qui sera moins autophobe que la France. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite et ce sera l'occasion de revenir sur le plateau de merci. Mobility TV. Merci beaucoup, Quentin Leblanc, fondateur donc, de Mechanicus, pour les passionnés de voitures de collection, voitures anciennes, et même pas que si anciennes que ça d'ailleurs, juste la passion, chacun à la place où il le souhaite. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et à très bientôt sur Mobility TV. Merci.